Allez, il est 11 heures, on va commencer. Alors, je vais dans un premier temps partager ma vidéo pour que vous puissiez me voir. Dès que je passerai en fait à la démonstration du logiciel, je la couperai pour, juste par rapport à un problème de bande passante. Donc, bienvenue à tous et merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire donc, dédié à la capacité d'un outil qui s'appelle Totara à décentraliser le processus d'apprentissage avec le collaborative learning. Alors, le collaborative learning, on va voir ce que c'est, on va expliquer en quoi ça consiste, et c'est souvent en fait rattaché à un autre acronyme qui s'appelle le LXP pour Learning Experience Platform. Donc, on verra un peu quels sont les éléments qui sont sous-jacents à ça. Euh, Juste avant de commencer, on est sur un format où vous pouvez m'entendre et pour le coup là me voir, mais vous ne pouvez pas directement discuter avec moi, nous d'ailleurs, parce que je suis accompagné aujourd'hui d'Audrey. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions directement sur l'outil qui permet de faire des questions-réponses. J'y répondrai en fin de session. Donc aujourd'hui, moi je suis Benoît Marchais, je suis responsable du service client au sein d'innovation. Je suis accompagné d'Audrey Colmer qui pourra répondre à vos questions ou problèmes si vous en rencontrez. Et on va débuter directement. Juste que quelques petites informations sur la structure qui présente ce webinaire. Donc, c'est Innovation, la solution Innovation Solutions, qui est une structure qui a été créée dans les années 2000, qui compte 55 employés, un peu plus maintenant d'ailleurs, qui a un chiffre d'affaires d'un peu plus de 4 millions d'euros également, et qui récupère une quote-part de ce chiffre d'affaires pour effectuer des recherches et développements sur toutes les solutions qu'on propose, à la fois sur des plugins qui pourraient correspondre à un besoin, ou directement des produits qu'on peut interconnecter avec les solutions qu'on propose. Au niveau des solutions que l'on propose, d'ailleurs, il y en a 4. Donc Moodle, qui est la solution, le LMS en fait le plus populaire, LMS open source le plus populaire dans le monde, très utilisé par les entreprises et le monde universitaire. Moodle Workplace, qui est la solution d'entreprise de Moodle. Totara, qui est la solution que l'on va voir aujourd'hui, qui est un ensemble en fait de progiciels, LMS, LXP, puis la gestion de talent, donc quelque chose d'assez complet, hein, on va voir. Et puis Aura Talent, qui est une solution qui se greffe aux différents outils et qui permet de gérer les talents de l'entreprise et de gérer en fait la partie montée en compétences et recrutement interne avec tout un système de gestion de talent interne. Au niveau des services qu'on propose, on fait du conseil, de la formation pour la montée en compétences de vos équipes sur les différents outils. En fait, on est une 2S2I à la base, ce qui fait qu'on a beaucoup de présents dans la structure, ce qui fait qu'on a vraiment un axe de développement basé sur la possibilité de construire et de monter des scripts et des plugins et des interfaces vraiment spécifiques. On a un studio de création qui nous permet d'être force de proposition sur la conception de contenu, à la fois du contenu qui est basé sur les outils qu'on propose ou outils externes comme Storyline, Captivate, etc. On fait de l'hébergement des différentes solutions que l'on propose, hébergement mutualisé et dédié, et on s'occupe de support et de l'accompagnement des différentes solutions que l'on propose. Alors, le déroulement de ce webinaire, rapidement, ça va être, dans un premier temps, quelques petits chiffres qui vont appuyer l'intérêt qu'on peut avoir à utiliser un LXP et cette nécessité potentielle de décentraliser les offres de formation, avec notamment les priorités affichées par les formateurs et les ressources humaines sur ce début d'année, enfin en tout cas une étude qui date de février 2021. Ensuite, j'expliquerai en quoi consiste le LXP et les atouts. Et puis, juste, je ferai une petite aparté sur la partie LMS parce que c'est pour moi important de pas oublier que ce sont pas en fait le LMS et le LXP. Alors pour ceux qui connaissent pas LMS, Learning Management System, qui est ce qui va permettre de produire du contenu pédagogique plutôt descendant, et LXP, Learning Experience Platform, qui va permettre au contraire de partir du métier pour pousser en fait du contenu pédagogique, donc plutôt en direct par les pairs et pourquoi pas monter un cran dessus. Donc, ces deux plateformes, on va voir qu'elles ne sont pas forcément en opposition, au contraire qu'elles sont complémentaires et que c'est toujours intéressant d'avoir ces deux plateformes parce qu'on en a besoin. Et ensuite, je ferai la démo de Totara, qui est pour moi une plateforme qui, à mon sens, va exploser ces prochaines années parce qu'ils ont compris un certain nombre de points importants sur la formation. Le LXP en fait partie, mais il y a toute une partie gestion de talent qu'on ne verra
pas ici, mais qui existe également. Et c'est aussi une solution qui est ultra customisable. C'est-à-dire qu'on aura, vous allez le voir, à chaque endroit, la possibilité de décider ce qu'on n'affiche pas, et qui a la visibilité de quoi, dans quel contexte, etc. Donc c'est vraiment une solution qui pour moi est puissante et qui vraiment peut potentiellement faire concurrence avec toutes les solutions propriétaires, les grandes solutions propriétaires du marché. Alors, premier élément, cette étude donc, qui date de février 2021 sur la partie, enfin les points importants qui sont mis en avant par les ressources humaines. Alors, il y a des choses qui ne concernent pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, le collaborative learning, mais vous voyez qu'il arrive quand même en deuxième position. Donc le premier élément, c'est la partie en fait montée en compétences, c'est quelque chose d'assez basique. Alors c'est la première fois effectivement que ça rentre dans ce classement, et je pense que c'est certainement dû au fait que avec le Covid et le télétravail, il y a eu cette volonté en fait des ressources humaines de enfin, il y a en tout cas une prise de conscience qui est il y a la nécessité que les métiers changent du fait justement du télétravail, de ce changement de fonctionnement avec la visioconférence, etc. Et donc, du coup, ça crée de nouveaux métiers et surtout, ça nécessite d'avoir des compétences complémentaires pour utiliser les différents outils qui servent justement à faire du télétravail. Donc, il y a cette volonté-là. Le deuxième, c'est le collaborative learning, c'est ce qu'on va voir, c'est cette possibilité en fait de faire en sorte que les collaborateurs puissent échanger directement via une plateforme. Et encore une fois, il y a une montée en puissance parce que cet aspect collaboratif se perd du fait du télétravail, du fait que il y a plus ce rendez-vous un peu informel qu'on trouvait autour de la machine à café ou sur un coin de bureau. Donc ça, cette volonté-là, elle est très forte. Vous voyez qu'on est à 9,4% de mise en avant. Le learning analytics, ça a toujours existé, cette volonté en fait d'avoir un retour de ce qui se passe sur la plateforme pour pouvoir, en fonction, déclencher des actions qui pourraient en découler. Donc là c'est grossièrement, c'est tout ce qui va permettre d'analyser la progression des utilisateurs, savoir ce qui s'y fait, et on va voir qu'il existe, pour le coup assez rapidement sur Totara, parce qu'on n'aura pas le temps de tout voir, tout un système de learning analytics qui permet d'avoir une vue assez concise et précise de ce qu'il est possible de faire de ce qui se fait en tout cas sur la plateforme. Et également d'un point de vue du collaborative learning. Typiquement, on pourra savoir exactement qui a rempli, quels sont les gens qui véhiculent en fait un maximum de contenu pédagogique de manière informelle, par le biais justement de ce collaborative learning, et pourquoi pas derrière effectuer les actions qui sont de les mettre en avant pour les inciter à produire encore plus de contenu pédagogique à destination des pairs. L'adaptive learning, ça a toujours été présent, d'ailleurs ça ne bouge pas, et le learning experience platform, donc là c'est quelque chose qui ne monte pas en puissance, mais qui raccroche un peu ce qu'on trouve avec le collaborative learning, la plateforme, enfin le learning experience platform, étant encore une fois cette possibilité pour le métier de pousser du contenu pédagogique et de le mettre à disposition avec cette montée, enfin en tout cas cet échange d'expériences qui va permettre à d'autres collaborateurs d'avancer. Alors, voilà, ça c'est les priorités des experts formation RH. On voit quand même qu'il y a sur ces éléments-là des choses qui d'ailleurs vont se retrouver dans Totara. Et je vais enchaîner directement du coup sur la genèse du LXP. Alors, je vais aller très vite parce que je pense que c'est quelque chose que vous connaissez déjà, mais ce qui est marrant, c'est de savoir que le LXP, en fait, qui est finalement un concept qui est assez récent, est basé sur une étude qui est pour le coup assez ancienne, qui date des années 80, qui est basée sur comment ça s'appelle, la formation, enfin en tout cas l'acquisition de ce qui est proposé en termes d'apprentissage se fait par la théorie des 70-20-20-10. Donc 10% de ce qu'on retient et de l'apprentissage qu'on peut faire dans une vie correspond à la formation traditionnelle, 20% c'est l'entourage et la discussion de manière informelle avec les collègues, et 70% c'est l'expérience pratique et la remontée d'informations de l'expérience des anciens aux personnes qui exercent nouvellement le métier. On a quand même 90% de l'apprentissage qui se fait de manière expérientielle avec d'un côté informel, d'où l'intérêt en fait de ce collaborative learning. Il y a aussi quelque chose qui est lié au LXP, c'est cette volonté en fait de faire en sorte que l'apprentissage se fasse dans le flot du travail.
qu'on ne soit pas en fait, qu'il n'y ait pas des phases comme ce qui existe vraiment dans les formations, on va dire standards, plutôt descendantes, où on va à un moment donné dire voilà, là, cette journée-là, tu es en formation et tu effectues ton action de formation et ça s'arrête et tu passes à autre chose, etc. Donc là, on est vraiment sur tiens, j'ai 5 minutes à passer, ou une dizaine de minutes, je vais aller piocher quelque chose qui peut m'intéresser, qui a été poussé par mon manager, qui a été poussé par un collaborateur qui a beaucoup d'expérience sur une problématique que je rencontre régulièrement. Et c'est ça, en fait, qui donne ce qu'on appelle le LXP. Alors, c'est bien évidemment quelque chose qui permet à l'apprenant de prendre le contrôle de son apprentissage, parce que le principe du LXP, c'est que c'est pas descendant, on n'impose pas quelque chose, c'est l'utilisateur qui va aller piocher ce qui l'intéresse, des choses qui d'ailleurs sont en relation, qui peuvent être en relation directe avec son métier, des choses qui ne sont complètement en dehors de ce qu'il exerce, du métier qu'il exerce. Et c'est ça qui est également aussi intéressant, et ça revient, ça me permet de faire la transition avec la partie des atouts du LXP. Le premier étant la fidélisation, l'engagement. Le fait de donner la capacité en fait à des personnes qui ont l'expérience de monter, on va le voir d'ailleurs assez simplement, du contenu, permet de les mettre en avant et ça augmente la fidélisation, ça donne l'envie de revenir, etc. Donc ça aussi, ça permet d'avoir une action plus dense de la production de contenu pédagogique. Alors on verra que ça nécessite quand même un peu de modération, mais ça permet quand même de permettre à chaque personne, si on le souhaite bien évidemment, d'être force de proposition sur du contenu pédagogique. Alors on va voir que pour ça, et c'est l'objet de la démo, il faut souvent en fait structurer un peu les choses pour éviter que ce soit rapidement la foire à l'empoigne. La force de l'équipe, ça c'est évident qu'on travaille mieux en groupe que de manière individuelle dans son coin, et c'est un point qui est important par rapport au LXP et le collaborative learning, cette capacité qu'on a à pousser de l'information, mais en même temps d'échanger sur cette information qu'on pousse avec des collègues ou des équipes qu'on pourrait créer qui sont en relation avec la thématique sur laquelle on se forme. C'est révélateur de talent dans la mesure où les utilisateurs vont pouvoir pousser du contenu pédagogique qui est propre en fait à l'expérience qu'ils ont et au métier qu'ils exercent, mais pas forcément que, quoi. Ça veut dire qu'on peut avoir des choses qui sont remontées sur des contenus qui ne sont pas en lien direct avec les services que propose la société, mais qui peuvent être de manière indirecte des éléments vecteurs de montée en compétences pour les collaborateurs. Donc ça, cette révélateur de talent, c'est un des points qui est important, et on va voir que ça touche sur Learning Analytics, d'aller récupérer ceux qui sont vraiment la force vive de ce qui produisent du contenu, on appelle ça des ressources dans le cas du LXP, et de les mettre en avant, et puis surtout de voir si justement ces éléments connexes ne sont pas une force qu'il faut mettre en avant dans les équipes. Ça renforce la confiance, le fait d'échanger entre employés de manière informelle, ça renforce la possibilité de quelque chose où on peut tout simplement s'appuyer sur l'équipe, donc un renforcement de la confiance. Ensuite, on a l'apprentissage dans le flux, donc là, encore une fois, le LXP se veut intégré dans le flux de travail. Il faut qu'il y ait un maximum, enfin, il faut qu'il y ait le moins d'étapes possibles avant que l'utilisateur puisse accéder à la ressource, et on verra comment, par le biais d'une interconnexion, d'une interface avec Teams, avec de ce qu'on appelle des SSO, la possibilité d'un simple bouton, avec un simple bouton d'aller permettre à l'utilisateur d'accéder au contenu qui l'intéresse, ou en tout cas au catalogue de contenu qui potentiellement peut l'intéresser. Alors, petit point sur le LMS, il ne faut pas oublier le LMS. C'est pas parce qu'on parle là aujourd'hui du LXP, du collaborative learning, que le LMS perd tout son sens. On a vraiment cette nécessité, je pense, et qui plus est dans le monde de l'entreprise, d'avoir une politique au niveau groupe de pousser, de mettre en conformité les équipes par le biais du LMS. Le LMS étant quelque chose qui est plutôt une mise en conformité. Typiquement, on a certains objectifs qui sont des objectifs plutôt des objectifs financiers, des objectifs de mise en conformité juridique. Donc, en tout cas, cette nécessité de s'assurer que les équipes ont bien la base pour exercer le métier, et une base qui peut reposer sur une base légale d'ailleurs, c'est important. Et ça, c'est le LMS qui le produit, qui permet. Le LMS va permettre aux formateurs, aux ressources humaines, de dire, tiens, l'objectif de l'entreprise, c'est de monter dans telle compétence, hop, on va pousser des formations et les déployer directement au métier. On a aussi on a cette nécessité d'avoir une approche formelle
elle est indispensable, encore une fois, parce qu'il y a forcément des choses qui sont les valeurs de l'entreprise, l'onboarding, des choses qui correspondent à ce qui se fait tous les jours, qui ne sont pas forcément des éléments qu'on va emmagasiner de manière informelle. On a besoin de cette approche-là. Donc, de manière générale, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il n'y a pas de dualité entre le LXP et le LMS. Ce sont vraiment des éléments, des plateformes qui sont complémentaires. Et de manière plus générale, ces deux plateformes s'intègrent dans un écosystème que vous voyez à droite, que j'ai schématisé à droite, qui est l'apprenant, le collaborateur, qui autour va avoir un ensemble comment s'appelle de progiciels qui graviteront autour de lui avec cette nécessité de les faire intercommuniquer entre eux pour qu'il y ait, encore une fois, cette possibilité de facilement, une fois que je suis connecté à l'un, une fois que je fais quelque chose, il y a autre chose qui se passe dans l'autre. Donc là, on voit le SIRH, le TMS, le LMS, le LXP, la notion de gamification, le LRS pour la partie Learning Record System qui permet de faire du Learning Analytics, etc. Tout ça, en fait, est un écosystème qui ne s'oppose pas entre eux, mais qui est plutôt, en fait, où l'objectif est d'arriver à les faire intercommuniquer pour avoir quelque chose de global. Parce que quoi qu'il arrive, alors peut-être que ça existe, mais je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Mais en tout cas, vous n'aurez jamais l'occasion d'avoir un produit qui fait tout en un. C'est pas possible. Et si c'est ça, ce sera forcément restrictif parce qu'on peut pas en fait partir sur des chemins aussi différents que le RP, le TMS, le LRS dans une même plateforme. Forcément, il y a des problèmes on favorisera plus une branche que l'autre. Et donc, c'est tout l'intérêt est justement d'aller piocher les plateformes qui sont les plus ouvertes dans le sens interfaçage pour communiquer avec tout cet écosystème. Alors, pour répondre à ça, je vais vous présenter une plateforme qui s'appelle Totara. Alors, dans sa version Totara 14, il y a plusieurs types de versions. C'est une version qui propose en fait différents, je vous en ai parlé, différents types de progiciels. Les deux progiciels qu'on va voir sont Totara Learn, qui est la partie LMS de Totara, et la partie Totara Engage, qui est la partie LXP de Totara. Donc, qui permet d'ailleurs de mettre en avant ce qu'on appelle de la curation de contenu, mais également de favoriser le collaborative learning en mettant en place la création d'espaces collaboratifs. Quelque chose qu'on ne verra pas, qui est un dernier progiciel qui est proposé par Totara, qui est la Totara Perform, qui est plus un système de gestion de la performance avec la gestion des talents, des compétences, qui est plutôt un volet orienté RH, pour lequel on a toute la partie 360 feedback, création comment s'appelle, de plans de formation personnalisés, basés sur des objectifs d'entreprise, etc., etc. Donc ces trois solutions-là sont complètement indépendantes. C'est-à-dire que là, je vous en montrais deux qui s'interconnectent très bien, mais elles sont complètement indépendantes. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien choisir le LXP d'un côté, le LMS de l'autre, et Perform et la gestion de talent de manière indépendante. Totara 14 donc, regroupe ces trois systèmes-là. Et je vais maintenant vous présenter. Alors, pour présenter ça, je vais faire quelque chose que la plupart des formateurs n'aiment pas trop, c'est que je vais me connecter en tant qu'administrateur. Je ne vais pas vous montrer forcément le rôle d'apprenant. On pourrait le faire, franchement, là, si c'est... parce qu'on n'aura pas le temps, en fait. Pour tout vous montrer, j'ai besoin de prendre ce rôle-là pour que vous puissiez avoir une idée globale de ce qu'il est possible de faire et comment s'articule tout ça. Et ce ne serait pas utile de vous présenter directement, de rentrer par le biais d'un utilisateur. On pourra le faire après, dans un second temps, si vous êtes intéressé par un deuxième volet. Mais là, l'idée, c'est vraiment de vous montrer toute la logique qui entoure Totara. Je vais connecter en tant qu'administrateur de cette plateforme, administrateur global, pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. Alors, avant ça, juste vous informer que Totara embarque, et c'est une bonne chose parce que c'est un élément qui est nécessaire, Totara embarque ce qu'on appelle le multi-tenancy. Le multi-tenancy, c'est quelque chose qui va vous permettre de compartimenter vos apprenants, vos collaborateurs, et l'offre de formation qui va être attachée à ces collaborateurs. C'est un premier point. Cette notion de multi-tenancy peut très bien être visible avant que l'utilisateur se connecte. Alors pour ça, je vais vous montrer un autre onglet. Alors, je vais ouvrir un autre navigateur et aller chercher l'URL d'un autre tenant, qui est un tenant que j'ai appelé externe.
voyez, donc j'y accède directement via l'URL. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la page de connexion peut être différente même avant que l'utilisateur soit connecté. C'est-à-dire qu'on peut pousser une URL qui sera différente en fonction que l'utilisateur se connecte. Voilà, donc ça c'était juste là pour montrer qu'il y avait ce coin-là. Il y a aussi évidemment la possibilité de se connecter avec Microsoft 365. J'en parlerai si vous souhaitez derrière. Donc là, derrière, j'ai ce qu'on appelle un SSO. Une fois que je suis connecté à Teams, par exemple, je peux retrouver Totara Engage dans Teams. Bon, c'est pas ce qui nous anime aujourd'hui, mais je pourrais en parler si vous le souhaitez. Hop. Donc, je vais me connecter en tant que, en gros, administrateur global de la plateforme. Et alors, première chose, c'est que je vous ai parlé du multi-tenancy. Je vais couper ma vidéo parce que j'ai peur que ça lag un peu des fois. J'espère que vous voyez mon écran. Mais alors, en gros, le multi-tenancy, pourquoi c'est important et pourquoi j'en parle quand on parle de collaborative learning, parce que il va falloir structurer en fait la plateforme pour s'assurer que n'importe qui ne puisse pas produire un contenu, faire de la curation de contenu à destination de n'importe qui. Donc il y a cette nécessité quand même de compartimenter les utilisateurs, les collaborateurs, en fonction d'une structure qui peut être celle que vous avez. Parce que sinon, ça peut vite être, on peut vite être débordé par les événements. N'importe qui va créer du contenu à destination de n'importe qui, et en fait, tout ce qui apporte de l'intérêt à la partie collaborative learning et la partie LXP va du coup être perdu dans la densité des contenus qui vont être mis en place. Donc il y a cette nécessité-là. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve. Alors ça a été mal traduit, on parle de locataire dans Totara, mais encore une fois, la traduction peut très bien être changée. On peut créer autant de tenants, d'entités qu'on souhaite. Donc là, c'est ce que vous voyez ici. Et une entité, si je rentre dans une entité, on peut très bien la customiser graphiquement. Donc là, si je rentre dans cette entité, vous voyez que j'ai la possibilité c'est ce que vous avez vu juste avant, de changer le logo, les couleurs, etc. Donc on a cette possibilité-là. On a la possibilité dans une entité, quand on crée une entité, de définir ce qu'on appelle des membres. Les membres vont avoir la visibilité uniquement que de leur entité et de tous les éléments pédagogiques qui n'ont pas été créés dans leur entité. Alors, mais pas celles qui appartiennent à d'autres entités. Donc, typiquement, je suis membre d'une entité, je peux être membre d'une seule entité, je ne verrai que les cours qui ont été créés pour mon entité et que les cours qui sont en dehors de toute autre entité. Ça, c'est le membre. On a également ce qu'on appelle le participant non membre. Et là, on peut avoir autant de participants non membres dans n'importe quelle entité. Ce rôle-là, ce profil-là, c'est un profil qui va pouvoir avoir la visibilité de plusieurs entités. Donc, on peut comme ça, vous voyez, segmenter des offres de formation directement au niveau des entités, et donc ce qui va être produit par les collaborateurs dans la partie LXP ne pourra être créé que dans une entité si je suis membre, ou être disponible sur plusieurs entités, ou de manière globale si on crée un contenu qui est complètement indépendant d'une entité. Donc on a comme ça ce système d'entités, et on peut du coup créer ces différents profils-là. Alors on a le participant non membre. Donc si je rentre par exemple sur les 17 participants de ce que j'ai appelé l'entité externe, j'ai des membres, puis j'ai des personnes qui ne sont pas membres et qui sont potentiellement à cheval sur plusieurs entités. Et puis on a la possibilité de créer des utilisateurs qui vont gérer ces entités à la fois d'un point de vue des utilisateurs ou d'un point de vue de la conception des contenus pédagogiques et de la modération de ce qu'on va pouvoir produire en termes de contenu LXP. Donc ça, c'est un point qui est important. À chaque fois qu'on crée une entité ou un locataire, on va pouvoir choisir ce qu'on appelle le tableau de bord. C'est un autre point important qui, à mon sens, est primordial quand on embarque en fait des utilisateurs qui sont nouveaux dans une plateforme. L'avantage de Totara, c'est qu'on va pouvoir avoir autant de tableaux de bord qu'on le souhaite. Le tableau de bord étant potentiellement la page d'accueil. Donc là, concrètement, je suis administrateur. J'ai un tableau de bord qui est disponible ici, qui s'appelle My Learning, vous voyez, et qui est le tableau de bord par défaut sur lequel je peux arriver par défaut. Et je pourrais très bien partir sur un autre tableau de bord parce qu'on me le propose, avec des contenus qui pourraient être différents. Alors, j'avais commencé à le créer avant ce webinaire, je ne l'ai pas fini, mais vous voyez que je peux gérer ces tableaux-là, tableau de bord, et le tableau de bord manager, donc, que vous voyez ici, je peux modifier, activer les blocs et ajouter des tuiles ou ajouter à différents endroits du contenu, des blocs qui vont pouvoir afficher
soit des rapports, soit des éléments qui sont sur la progression des utilisateurs, soit les cours qui sont consultés dernièrement, soit ce qui a été recommandé par rapport à ce que j'ai effectué comme action, etc., etc. Ça, c'est également pour moi quelque chose qui rentre dans la gestion du LXP, c'est qu'on va pouvoir, du coup, directement sur le tableau de bord, pousser des messages qui seront à destination directement d'une segmentation d'utilisateurs liée à l'entité ou liée à quelque chose d'un peu plus global qu'on appelle l'audience. Ça, c'est le deuxième point. Donc, on a le multi-entité, la notion de multi-entité, la notion de tableau de bord, et on a bien évidemment la notion de poste d'organisation qui permet derrière de générer un arbre hiérarchique de position ou d'organisation. Donc, quand on intègre quelqu'un sur le parcours, on va pouvoir l'identifier rapidement dans ce qu'est la structure de l'entreprise qui a été récupérée. Parce que tout ça, bien évidemment, peut être synchronisé avec des outils internes comme le SIRH, CRM ou autre. Donc, on a la récupération du poste de l'organisation et directement sur l'utilisateur, on peut récupérer le profil de manager. Alors, je pourrais me connecter d'ailleurs sur un profil de manager si vous le souhaitez derrière. Le profil de manager étant une personne qui gère une équipe. Donc là, c'est deux notions. Donc la notion de entité, la notion de comment s'appelle, de tableau de bord spécifique, avec autant de tableaux de bord possibles qu'on a de typologie d'utilisateurs, parce que ce tableau de bord peut être présenté, encore une fois, par rapport à ce qu'on appelle une audience, ou le mettre spécifiquement pour des utilisateurs en particulier, ou une typologie d'utilisateurs par le biais de la position de l'organisation. Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet, du coup, de ce dont donc de la partie LXP. Et le premier élément, c'est la curation de contenu. Donc la curation de contenu, c'est cette possibilité que donne le LXP de fournir, de donner la capacité à des utilisateurs de pousser du contenu pédagogique. Et ça se fait directement par le biais de ce qu'on appelle des ressources, ou la création de listes de lecture, donc de playlists de ressources. Donc une ressource, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de très simple, j'en crée une facilement là. C'est quelque chose qui contient un titre, une ressource, avec à l'intérieur un contenu qui peut être très basique, du texte, un fichier qui est en pièce jointe, des images, etc. Ou la mise à disposition d'une vidéo qui pourrait être stockée sur la plateforme ou directement sur YouTube. Et vous voyez que dès que je fais un copier-coller d'une vidéo YouTube, le lien se génère directement sous forme de vidéo. D'accord? Donc là, j'ai une vidéo qui parle de la marche en avant. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir déterminer à qui s'adresse cette ressource. Encore une fois, si je suis membre d'une entité, la ressource que je crée ne pourra impacter que les utilisateurs de mon entité. Je ne pourrai pas la mettre à disposition à quelqu'un qui appartient à une autre entité. D'accord? Donc, je vais pouvoir comme ça définir déjà un nombre limité de personnes et je vais chercher par rapport à l'entité auquel j'appartiens les utilisateurs qui vont piocher, qui vont pouvoir avoir à disposition cette ressource, ou je peux tout simplement décider que cette ressource, elle est disponible à tout le monde. Et là, auquel cas, je vais pouvoir aller directement quand même pousser, partager directement ce contenu. Alors, tout le monde pourra y accéder, mais je vais quand même en fait la partager directement avec des personnes spécifiques. On a cette notion de temps de lecture qui est en rapport avec la partie travail dans le flot, dans le flot du travail de tous les jours. C'est cette possibilité qu'a l'utilisateur de comprendre que quand on va le voir dans le catalogue, qu'il a la possibilité de, s'il a 5 minutes, d'aller piocher une ressource qui équivaut à 5 minutes de lecture, ou 5 à 10 minutes, ou plus de 10 minutes, quelque chose qui correspond à du micro-learning. Une fois que j'ai fait ça, je peux après valider, mettre en place, valider comment s'appelle, je vais y arriver, mon contenu, moins de 5 minutes, terminé, et il est disponible sur les ressources que je partage, et on va voir qu'il va être disponible sur quelque chose qui s'appelle le catalogue de cours, qui va mettre à disposition tous ces éléments-là directement. Alors, je peux créer des playlists qui vont elles-mêmes être disponibles dans le catalogue de cours, playlists étant des éléments qui sont tout simplement un enchaînement de ressources. C'est ce qu'on voit ici, là. Par exemple, je rentre sur une playlist dans laquelle j'ai un sondage, parce une ressource peut être également un sondage. Je pose une question par rapport à ma playlist et des éléments qui sont mis à disposition avec tout l'aspect collaborative learning, dans la mesure où on va pouvoir échanger avec les utilisateurs qui sont présents et membres de cette playlist et pourquoi pas taguer comme intéressante, faire une sorte de ranking de cette ressource, de cette playlist.
Alors, une fois qu'on a créé ces éléments-là, on va les retrouver dans le catalogue de cours, et le catalogue de cours référence à la fois les cours, donc toute la partie LMS, donc là on a ce qu'on appelle des cours, des programmes et des certifications, hein, trois types d'éléments pédagogiques qui sont plus, qui proviennent du coup du LMS, hein, c'est le LMS qui produit ça et c'est plutôt quelque chose de descendant, même si on pourra le voir, un manager, quelqu'un qui est au niveau local pourrait produire ce type de contenu. Et on retrouve également les ressources. Et donc, on a tout un système de tri qui permet aux utilisateurs vraiment de s'appuyer que sur les ressources qui, par exemple, sont de 5 à 10 minutes, où on va pouvoir aller directement choisir les catégories. Et là, vous voyez que j'ai catégorie externe et interne. Et c'est parce que je suis administrateur. Si j'étais membre de la catégorie externe, je vais uniquement que la catégorie externe, plus toutes celles qui n'appartiennent pas à mon entité. On a vraiment, encore une fois, ce flot de contenu qui peut être géré. Alors, juste, je vous montre, quand je crée un cours, une capsule de cours, on l'a vu pour la ressource, mais quand je crée une capsule de cours, on va avoir la possibilité derrière de définir qui a la visibilité de cet élément-là. Est-ce que c'est tous les utilisateurs, est-ce que ce sont tous les utilisateurs, ou est-ce que c'est les membres d'une audience particulière? Audience voulant dire, typiquement, soit entité, soit quelque chose d'encore plus fin si on a créé autant d'audience. Il faut créer autant d'audience qu'on souhaite. Et on peut embarquer aussi directement les utilisateurs d'une audience d'un simple clic, sans forcément aller chercher un par un les utilisateurs, même si on peut quand même le faire. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la création d'un cours, mais c'est pour vous montrer en fait que ça, on avait cette notion-là. On a cette notion aussi de certification programme, programme étant un enchaînement de cours, certification étant un programme qui va nécessiter derrière un renouvellement comment s'appelle de cette certification en fonction de la date qui a été déterminée, la date d'anniversaire qui a été déterminée. Donc on a ce côté-là, voilà, le côté catalogue qui peut vraiment être customisé. C'est-à-dire que là, vous voyez, je peux configurer le catalogue pour définir que on n'affiche peut-être pas cette étiquette, mais quelque chose de différent, que en vedette devient autre chose, que ça devient par exemple, je sais pas, des capsules obligatoires. Donc plein d'éléments comme ça qui peuvent être facilement customisables. On peut partager également des recherches. Hein, si je fais présentation, je peux très bien aller partager comment s'appelle le catalogue qui correspond à la recherche que j'ai effectuée. Donc partager directement cet onglet directement par mail en copiant et en le fournissant directement à d'autres utilisateurs. Donc on a ce système de catalogue qui est vraiment hyper puissant, qui permet à chaque utilisateur d'avoir une vue exacte de ce qu'il a droit de voir et de ce qu'il va pouvoir en faire derrière. Donc ça, c'est la partie LMS et une partie Engage, dans la mesure où on a cette notion de ressources, donc de curation de contenu qu'on peut effectuer directement par le biais de la bibliothèque. À côté de ça, on a la partie collaborative. Alors la partie collaborative, donc là on est sur le collaborative learning et ça va toucher à ce qu'on appelle les espaces de travail. Donc là je peux très bien en fait aller dans un catalogue qui va me permettre d'afficher tous les espaces de travail qui ont été créés, encore une fois, en fonction de la visibilité qu'on peut avoir en rapport à l'entité ou à l'audience auquel j'appartiens. Donc là, on a toutes les comment s'appelle les espaces de travail qui ont été créés. Vous voyez qu'il y en a certains qui sont visibles, mais je ne peux pas m'inscrire. En gros, il faut soit qu'on me donne l'autorisation d'y accéder. Puis il y en a certaines, je peux très bien essayer de rejoindre, mais potentiellement, il faut que j'ai un code pour le rejoindre. Donc là, c'est cette notion de catalogue d'espace de travail. Alors, à quoi ressemble un espace de travail? Je vais rentrer dans les espaces de travail que j'ai créés ou celles auxquelles je suis inscrit. Donc, première chose, tous les espaces de travail sont stockés ici et j'ai des petites capsules en fait, qui m'indiquent qu'il y a des choses nouvelles qui ont été mises en place, cette petite élément rouge. Et je le retrouve aussi ici, en fait, sur les notifications et les mails qui sont envoyés. Un espace de travail, ça va être quelque chose un peu comme je ne sais pas, une équipe, c'est pour ceux qui connaissent Teams, mais en gros, ça va être quelque chose qui permet de regrouper des utilisateurs en fonction d'une thématique donnée. On a un projet, par exemple, où on a un service au sein d'une structure. Je vais pouvoir créer un espace de travail qui va permettre aux utilisateurs membres de cet espace de travail d'échanger entre eux par le biais de discussions qui se formalisent par une espèce de petit fil d'actualité qui est envoyé avec des jeux de questions-réponses, des j'aime, des répondre, encore une fois, avec les éléments que je vais pouvoir incorporer facilement par le biais de ces onglets.
Voilà. Donc, on a aussi la possibilité de rajouter à ces espaces de travail des bibliothèques de contenu que vont être les ressources, les playlists, les sondages qui vont être disponibles directement sur cet espace de travail. Donc, vous voyez qu'on peut comme ça créer des petits espaces privés qui vont n'impacter qu'un ensemble d'utilisateurs vraiment très restreint avec une thématique qui peut être également très, très fine. Donc ça, c'est le côté collaborative learning. Donc, typiquement, on peut appartenir à différents espaces de travail et chaque utilisateur va, en fonction des droits qu'on lui a donnés dans l'espace de travail, pouvoir pousser du contenu, échanger et discuter avec les membres de cet espace de travail. Quand on crée un espace de travail, on peut le créer de manière publique, tout le monde peut s'inscrire. On peut le créer également privé et masquer cet espace de travail pour les personnes qui sont non membres. Donc là, typiquement, je peux très bien créer un espace de travail qui ne sera à destination de l'entité auquel j'appartiens que pour les membres de cette entité et donc qui ne sera pas visible par ce qu'on appelle les participants non membres. Vous voyez, on a quand même cette possibilité. Alors, je vais aller vite pour un descriptif. Je peux modifier l'image pour la rendre plus attractive. Je crée mon élément public. Et du coup, après, vous voyez, je suis propriétaire. Alors, je peux à tout moment supprimer, transférer la propriété de cet élément-là, désactiver les notifications globales et pourquoi pas ajouter des membres. Encore une fois, je pourrais ajouter les membres que des personnes qui appartiennent à mon entité si je suis membre d'une entité. Si je suis administrateur, là, je pourrais piocher tous les membres que je souhaite en fonction de la visibilité que je peux en avoir. Donc, j'ai aussi l'espace de travail privé, hein, où là, quand je le crée, je vais pouvoir, vous voyez, définir que c'est uniquement les membres que j'ai inscrits qui pourront accéder à cet espace de travail. Alors, on peut aussi demander à ce que dans le paramétrage, il y ait que l'utilisateur ne puisse pas s'inscrire de manière automatique. Il demande en fait l'autorisation au propriétaire de l'espace de travail pour s'inscrire. Voilà cette partie en fait qui consiste à mettre à disposition des espaces de travail qui sont finalement des petites catégories d'apprentissage et d'échange dans lesquelles on va avoir à la fois de la curation de contenu et des discussions qui peuvent contenir, pourquoi pas, des liens vers des contenus pédagogiques qui émanent du LMS lui-même. Hein. Vous voyez, donc on a c'est vraiment cet aspect-là. Donc on a le côté apprentissage un peu formel avec toute la partie LMS, cours, programme, certification, la partie informelle avec le côté curation de contenu et espace de travail, donc là plutôt LXP qui est fourni directement sur la partie collaborative. Alors tout ça nécessite quand même derrière d'avoir un petit peu de modération, d'avoir une visibilité de ce qui se passe sur le contenu. On a Totara embarque en fait un certain nombre de rapports préformatés. Je suis désolé, il y a des fois de l'anglais encore à certains endroits, mais vraiment tout peut être proposé en français. Hein. C'est que les trames de rapports qui sont en standard proposés sont restés en anglais, mais on peut tout simplement les renommer. On peut déjà s'appuyer sur des rapports existants. Donc là, de contenu inapproprié, par exemple, si je voulais pas marquer, enfin, j'en ai pas parlé, mais quand un utilisateur crée une ressource ou quand un utilisateur navigue sur différentes ressources, il peut très bien expliquer qu'attention, en gros, il peut très bien taguer comme une ressource qui est inappropriée. Et là, on va avoir en fait un certain nombre de messages qui vont partir à des personnes qui gèrent la modération des contenus qui sont créés. Et on peut imaginer d'ailleurs que ça se fasse par le biais du responsable de l'entité, hein, donc un niveau plus bas, ou un niveau carrément centralisé. Et là, on a tout simplement un rapport qui permet de… Bon là, vous voyez, j'ai simulé en fait des contenus qui étaient poussés comme inappropriés avec la date de signalement, et je peux autoriser quand même le contenu ou supprimer le contenu directement en justifiant bien évidemment cette suppression. Tous ces rapports qui existent dans Totara, encore une fois, sont des rapports qui peuvent être customisés. Hein. Et je vais aller même plus loin, il y a certains contenus, typiquement, si je vais aller à un moment donné sur le listing des utilisateurs, le listing des utilisateurs dans Totara est un rapport qui peut également être customisé. Donc, si le listing d'utilisateurs qui est proposé en standard par Totara ne plaît pas, on peut le modifier, rajouter des contenus, enfin rajouter des colonnes pour que ça corresponde exactement à ce qu'on souhaite. Alors après, il y a la notion de playlist, le ressource. Alors, la notion de ressources et d'engagement sur les ressources, ça permet, vous voyez, de définir les personnes qui produisent le plus. Les personnes qui ont
ont le plus de visibilité, ont créé le plus d'espace de travail, ont créé le plus de ressources, de listes de lecture, ont le plus de j'aime. Donc tout ça, ça peut être, vous voyez, analysé pour définir, en gros, alors, je vais appeler ça des ambassadeurs, mais des personnes qui finalement sont force de proposition sur du contenu pédagogique à destination peut-être de thématiques bien précises, hein, mais en tout cas de s'assurer que, en tout cas de permettre à ceux qui centralisent tout ça, d'avoir une visibilité des personnes qui sont vraiment force de proposition sur le contenu pédagogique proposé. Et donc, derrière, de prendre contact avec eux et pourquoi pas de les impliquer un peu plus sur la gestion de la plateforme et de créer une sorte d'émulation sur ce qui va permettre derrière de faire vivre la plateforme directement. Que la notion de rapport qui gère toute la partie contenu. Alors bien évidemment, il y a d'autres rapports, là, des rapports sur les progressions, des rapports des rapports qui peuvent d'ailleurs être graphiques, hein, parce qu'on peut concevoir des rapports un peu particuliers, etc., etc. Alors, je vais me déconnecter de cet utilisateur pour vous montrer un dernier point qui me semble important pour ceux qui utilisent Teams. Sachez que Totara, dès que vous utilisez Totara plus Totara, enfin Totara Learn et Totara Engage, donc les deux premières solutions, vous avez la possibilité d'interconnecter cette plateforme directement avec Teams. Et ça va même plus loin, c'est-à-dire que vous allez après avoir la possibilité, alors je vais me connecter avec mon compte Teams, enfin Microsoft 365, et vous voyez que je me connecte directement d'un simple clic, et ça va me permettre quoi? Ça va me permettre déjà d'avoir directement ce que je veux, hein, les cours, enfin mon tableau de bord avec tout ce qu'on a vu précédemment. Et également, si je me connecte à Teams, d'avoir directement dans Teams, dans mon Teams pour lequel je suis connecté actuellement, Totara qui est mise à disposition. Donc, alors là, encore une fois, je suis sur des onglets qui ont été créés en anglais, mais on peut très bien les avoir en français. Donc là, c'est le catalogue que je vous ai présenté tout à l'heure, que je retrouve dans mon environnement Teams, avec les cours que je suis actuellement, et derrière la possibilité d'y accéder directement sans forcément, vous voyez, on est toujours dans cette idée de flow de travail, enfin de formation dans le flow de travail, sans forcément quitter l'outil que j'ai l'habitude d'utiliser pour faire mes visioconférences, etc., etc. Dernier point important, je vais me reconnecter comment ça s'appelle, avec... normalement, je suis déconnecté en me connectant là. Hop. Je suis resté connecté sur Totara, mais je vais me reconnecter avec l'admin juste pour vous montrer quelque chose. C'est que, bien évidemment, là, on parle de contenu qui est plus au format un peu e-learning. C'est-à-dire que là, concrètement, tout ce que je montre, les ressources, etc., c'est de la vidéo, c'est des choses qui sont principalement en ligne. Alors, je ne suis pas rentré dans le détail de la construction du contenu pédagogique, puis je vais en parler un petit peu, parce que l'on peut, par l'outil, mettre en place, et je pense que c'est important de le savoir, du contenu qui sera partagé de manière décentralisée, avec un contenu qui sera potentiellement en blended learning, en contenu mixte. C'est-à-dire qu'on pourra très bien imaginer un contenu qui sera des activités qui sont plus que un contenu vidéo ou des comment s'appelle, des PDF à télécharger, mais vraiment des activités, du quiz, etc. Donc ça se crée directement via l'onglet qui correspond à la création de cours. Mais on peut aussi également en fait créer ce qu'on appelle une activité qui correspond en fait au séminaire. Alors le séminaire, l'avantage, c'est que c'est une activité qui s'appelle face-to-face, c'est elle embarque cette activité-là plein de choses qui peuvent correspondre à l'utilisation qui peut être attendue dans une entreprise. Quand on se lance dans la partie 100% présentielle et blended learning, ça va être déjà de proposer des colonnes supplémentaires sur les sessions qui sont proposées. Donc là, l'activité face-to-face, c'est donner la capacité à un moment donné aux collaborateurs de s'inscrire à des sessions présentielles avec à des dates précises, avec notamment la possibilité de régler, vous voyez, à partir de quand on autorise que l'annulation peut se faire. Donc là, je peux très bien dire qu'à tout moment, les utilisateurs peuvent se désinscrire. Je peux aussi autoriser à partir d'une date limite, donc avant la session, que les utilisateurs ne peuvent pas se désinscrire. Et puis, je peux aussi noter quand, parce qu'il y a tout un système d'inscription directement avec deux feuilles de présence qui est proposé. Je peux très bien décider à partir de quand les utilisateurs vont s'inscrire, à partir de quand je vais pouvoir noter la présence de ces utilisateurs. On a la notion
d'inscription, on a la notion de flux de travail d'inscription, c'est-à-dire que je peux très bien dire que, en gros, déjà demander l'autorisation de m'inscrire. Ça peut être l'autorisation, aucune autorisation, n'importe qui peut s'inscrire, ou les utilisateurs acceptent les conditions, ou c'est le responsable, donc le manager de la personne, s'il a été déterminé, qui a la possibilité de pousser cette autorisation. Alors là, on a aussi la possibilité de faire en sorte que ce soit l'utilisateur qui réserve pour un autre collaborateur les sessions présentielles à la place du collaborateur. Donc tout ça existe, vous voyez, nativement. On a une option de calendrier, alors on a tout un système de messagerie aussi qui peut être embarqué, avec des éléments qui peuvent être aussi incorporés assez facilement, directement dans l'outil. Voilà, il me semblait important aussi de parler de cet élément-là, et je vais conclure là-dessus, dans la mesure où en fait un contenu pédagogique quel qu'il soit, même s'il émane en fait d'utilisateurs, enfin même s'il il émane du métier à destination d'une équipe, un public restreint, donc plutôt décentralisé, ou inversement quelque chose qui descend du service formation au plus grand nombre, c'est important d'avoir cette notion en tout cas, la capacité de créer à la fois du contenu e-learning 100% et un contenu qui sera en blended learning ou en 100%, comment ça s'appelle, présentiel. Voilà. J'en ai fini. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez vu. J'ai fait 45 minutes. J'ai essayé de garder le rythme pour pas que trop déborder. On a vu beaucoup de choses. On peut bien évidemment approfondir certains éléments. S'il y avait en fait quelques petits éléments avant de répondre aux questions, s'il y en a à retenir, c'est que Totara reste vraiment un outil qui est 100% customisable. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut facilement générer en fait des espaces qui vont être parlants pour l'utilisateur qui se connecte. On n'a pas une seule zone qui est figée, mais cette zone-là va pouvoir être manipulée par des utilisateurs qui en ont le droit pour générer des messages, des actions directement auprès des utilisateurs. La deuxième chose, c'est que vous donnez la main en fait par le biais du LXP, donc là plutôt le système donc LXP de Totara. Vous donnez la main et de manière assez simple pour ce que vous avez vu, de partage de vidéos, vous donnez la main en fait au métier, de produire facilement du contenu pédagogique dans un cadre restreint qui est l'entité ou qui est l'organisation, l'audience que vous avez créée. Voilà, donc c'est vraiment les éléments qu'il faut retenir, avec toujours cette possibilité, quoi qu'il arrive, de modérer et de concevoir du contenu descendant avec la partie LMS. Alors, par ailleurs, en interne, qui s'occupe de la curation et des mises à jour? Alors est-ce que vous pouvez préciser en interne, en fait, normalement, c'est un droit. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. La question, c'est comment en fait on gère finalement la curation et la mise à jour des éléments qui ont été mis en place. Ça peut très bien être la personne qui est à l'origine de la mise en place de la ressource. Ça peut être quelque chose qui va être plutôt proactif avec la notion de contenu inapproprié, ou une personne qui centralise tout. Et ça peut être aussi quelque chose, des utilisateurs auxquels on va donner le droit, en fait, finalement, de gérer, alors, dans un cadre bien défini, un périmètre d'action bien défini, qui peut être une entité ou une catégorie ou une segmentation, par exemple une thématique de curation de contenu. Donc on pourrait très bien imaginer en fait avoir quelque chose à des niveaux différents, donc de manière centralisée, quelqu'un qui gère toute la partie curation de contenu, de manière un peu moins centralisée, un peu plus localisée au niveau d'une thématique ou d'une entité, un utilisateur qui a le droit comment s'appelle, de modérer les contenus qui sont poussés par les membres de son entité, ou de manière assez basique, le responsable la personne qui est à l'origine de la curation du contenu, quoi. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu, Marguerite, à votre question. J'espère que c'est le cas. Sinon, on peut très bien, si c'est pas assez clair, en tout cas si le cas pratique, le cas d'usage n'est pas assez clair, en discuter directement avec un cas bien pratique ensemble sur un autre, en tout cas en direct sur un autre moment. Alors j'ai une question, est-ce qu'il est nécessaire d'utiliser Teams? Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir Engage pour utiliser Teams? Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir
interfacer Totara si on ne récupère pas si on ne prend pas les deux solutions, Learn et Engage. À poser d'autres questions avant. Excusez-moi, je suis resté sur Marguerite. Ok. Excusez-moi, vous avez posé d'autres questions, j'ai pas vu. J'étais un expert pour créer du contenu facilement. Comment faire pour l'aspect technique et l'ingénierie pédagogique? Alors, le contenu, vous avez vu, hein, la curation de contenu, c'est quelque chose qui peut être fait assez facilement par le biais juste de mise à disposition de contenu. La création de contenu, ça se fait directement par ce qu'on appelle la création de contenu pédagogique, ça se fait directement par le biais de ce qu'on appelle le LMS. Et c'est le droit qu'on donne en fait à un utilisateur. Et là, c'est pas n'importe qui va pouvoir concevoir du contenu pédagogique un peu plus poussé. Tout simplement pourquoi? Parce que ça nécessite quand même d'avoir des petites connaissances sur la conception des outils, enfin en tout cas la connaissance des outils qui permettent de le créer dans la plateforme. C'est pour ça qu'en fait, on peut faire de la curation de contenu, de la création de playlists et d'espaces de travail directement quand on est simple utilisateur. Mais par contre, si on veut concevoir du contenu pédagogique un peu plus étoffé, qui utilise les outils standards que propose Totara, qui sont d'ailleurs sensiblement ceux que l'on a quand on est sur Moodle, hein, si vous connaissez la solution Moodle. Là, dans ce cas-là, il faut donner des droits particuliers. Cet utilisateur, du coup, sur son tableau de bord ou dans son catalogue, aura la possibilité de créer des cours qui seront restreints logiquement directement à la catégorie qui correspond à l'entité auquel il appartient. Et là, cette personne-là, ou catégorie ou sous-catégorie, hein, si vous voulez lui donner le droit dans la catégorie externe de gérer une seule petite partie d'une, je sais pas moi, là j'ai santé, si je veux, si j'ai une déclinaison aide-soignant, infirmier, etc., on pourrait très bien imaginer avoir une catégorie aide-soignant et cet utilisateur n'aura la capacité de produire du contenu pédagogique que dans la catégorie aide-soignant. Et donc cet utilisateur, dès qu'il a les droits, en fait, de faire ça, je vais vite le mettre en place. Hop. Alors lui, il n'aura pas, voyez, il n'aura certainement pas la possibilité d'affecter des audiences autres que celles qui sont autorisées dans son entité. Et si je clique sur enregistrer, afficher, voilà à quoi peut potentiellement ressembler un cours, hein, parce qu'on peut tout à fait le customiser de manière différente en utilisant les formats de cours. J'active le mode édition et là, j'ai la possibilité d'ajouter des activités, des ressources. Voilà toutes les activités ressources avec H5P, les SCORM, l'activité face-to-face dont j'ai parlé, le devoir, etc. Et ça, on rentre en fait plutôt dans l'ingénierie pédagogique. Mais n'importe qui ne peut pas créer du contenu pédagogique un peu plus étoffé. Il faut forcément identifier, à mon sens, et c'est important dans la conduite du changement, d'identifier des gens qui ont une appétence à produire, à manipuler l'outil et qui sont formés un minimum pour le faire. Je ne sais pas si du coup j'ai répondu à toutes les questions. Je crois que c'est bon. Comment est-ce qu'on crée du contenu avec sa propre expertise? Alors, je sais, j'ai peut-être pas été, mais en gros, on pourrait très bien imaginer créer un espace de travail qui correspond à l'expertise que je couvre, d'accord, et inviter les gens, ou donner la possibilité aux utilisateurs de s'inscrire à cet espace de travail, dans lequel je vais pousser par le biais de la bibliothèque. Vous voyez, quand je clique quand je vais pour créer un élément, je peux très bien sélectionner des ressources qui existent déjà, hein, ressources existantes, et là, du coup, je vais pouvoir le partager sur mon espace de travail, et je peux aussi créer mes propres ressources, donc là, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, ou créer une liste de lecture, ou créer une enquête si je veux créer de l'interaction avec les utilisateurs qui vont être embarqués. Donc là, c'est comme ça que se crée le contenu qui est relatif à la propre expertise, enfin à l'expertise d'un métier d'un utilisateur en particulier. Donc ça peut vraiment être par le biais de l'espace de travail, ou tout simplement de manière un peu plus encore plus informelle et moins, on va dire, collaboratif, dans votre bibliothèque, la possibilité de créer une liste des lectures qui sera pareil, de la thématique de l'expertise correspondante à l'utilisateur, et derrière, y aller y créer des ressources ou des enquêtes, ou aller piocher des ressources qui existent d'autres contenus. Voilà, je ne sais pas pour le coup si j'ai répondu à toutes vos questions, Marguerite. Si ce n'est pas le cas, je m'en excuse par avance, mais normalement, je crois que j'ai fait les trois. OK. S'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. Il y a vraiment en fait un volet qui reste aussi intéressant, qui est le volet en fait sur la partie perform, où là il y a toute la gestion de l'équipe
avec la notion de plan de formation, d'objectifs, de données de performance, etc. On va pouvoir voir en fait tout le système en fait des compétences qui sont reliées à l'utilisateur. On va avoir directement, vous voyez, enfin là j'ai monté en compétences un certain nombre d'éléments qui vont avoir. Tout ça, c'est des choses qu'on pourra voir avec les activités qui peuvent être poussées. On peut créer plein d'activités dans comment ça s'appelle dans Totara Perform avec du 360 feedback, du rendez-vous individuel de formation avec des étapes particulières avant, pendant une année, en fin d'année, etc., etc. Voilà, donc mais ça fera l'objet d'un autre webinaire ou d'un rendez-vous peut-être plus direct avec vous si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Voilà, bah, j'ai plus qu'à vous souhaiter bon appétit pour ceux qui vont manger. Je vous remercie beaucoup de votre attention et bah, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez normalement les informations directement en bas là qui correspondent donc, le site internet, l'email, et je crois que vous avez aussi sur le site internet de toute manière le téléphone si vous souhaitez nous contacter directement. Merci à vous et bon appétit, bon après-midi.